Quel que soit le niveau d'études où l'on s'arrête quand on estime être étudiant et après rentrer dans la vie active, il n'y a pas vraiment d'arrêt finalement, on peut poursuivre tout au long de sa vie professionnelle. Agnès Pinel-Galzi, je suis ingénieure d'études donc hors classe à l'IRD à Montpellier, dans l'unité IPME. Alors, je suis Marie-Christine Combe, je suis ingénieure de recherche donc, sur le centre IRD de Montpellier, dans l'UMR Diade. Tout d'abord, en fait, j'ai passé un BTS biotechnologie, donc j'ai eu en 1992. Un an après, j'ai été recrutée donc, par concours à l'IRD. Donc j'ai été recrutée en tant qu'assistante ingénieure. Et donc en 2010, j'ai été promue par la voie des concours internes ingénieure d'études. Et cette année, je suis passée ingénieure d'études hors classe. Alors j'ai passé un BTS biotechnologie que j'ai ensuite complété d'une formation qui maintenant est équivalent de licence pro. Après, j'ai été recrutée suite à un stage de 6 mois et à l'issue des 6 mois de stage, j'ai eu une expérience en cartographie du génome du chou-fleur. Et quand j'ai ensuite postulé ici, j'ai été recherchée sur le profil d'assistant ingénieur pour faire la cartographie du génome du caféier. Mon expérience convenait parfaitement, j'ai été recrutée ici. J'ai travaillé à l'installation du laboratoire de biologie moléculaire. Dans les années 2000, là j'ai été plus responsable du laboratoire, mais sur l'aspect organisationnel. Ça m'a permis à ce moment-là de passer un concours interne. Je suis devenue ingénieure d'études en faisant valoir tout ce travail d'encadrement et d'organisation que je faisais au quotidien, tout en poursuivant sur des projets de recherche dans les équipes. Et ensuite, donc à partir de 2008, j'ai repris les études. J'ai fait le PHE, l'école pratique des hautes études, un diplôme qui m'a donné un niveau bac+5. Et ensuite, un an après, je me suis inscrite en thèse à l'université de Montpellier. Et donc, j'ai soutenu ma thèse en 2015. Bon, la première partie, quand même, et la grosse partie, c'est la partie recherche, avec un projet propre, avec donc des expériences, les comptes rendus, les résultats. Après, il y a une partie de gestion, un petit peu de la recherche, une gestion financière. On a un budget, donc il faut le gérer, il faut faire les commandes, etc. D'encadrement, comme je vous ai dit, on accueille beaucoup de stagiaires, partenaires. Donc ça peut être de l'encadrement en français, en anglais. Je dirais que c'est une personne qui va avoir des projets donc de recherche, qui va mener ses propres analyses, développer des outils qui seront nécessaires pour faire ses propres analyses, qui va aussi avoir le devoir de communiquer, de diffuser de l'information au sujet donc, des projets sur lesquels cette personne a travaillé. Et donc du coup, il y a donc, du labo, de l'analyse, de la rédaction et de la communication au biais de publications ou alors de colloques ou de présentations un peu plus informelles. Normalement, un ingénieur de recherche, j'estime qu'on peut lui demander plus justement tout ce qui est rédaction, publication. Là, vous voyez, ma collègue, je pense que voilà, elle participe à corriger des articles ou à les écrire personnellement. Alors, il y a des ingénieurs d'études qui vont le faire aussi. Personnellement, je ne fais pas. Et j'estime que j'en ai pas la compétence. Voilà. On formalise plus la nécessité de publication, de recherche peut-être aussi de financement et d'écriture de projets propres. Voilà. Alors qu'un ingénieur d'études sera plus en appui. Alors après, il faut se rendre compte qu'il y a des petites subtilités, effectivement, entre ingénieurs d'études, entre ingénieurs de recherche, il y a des différences. Mais il faut se rendre compte, dans une équipe de recherche, il n'y a pas tous les grades de l'échelle des ingénieurs techniciens. Et qu'en fait, au quotidien, on fait souvent, si on décrit une journée, des missions qui sont habituellement sur la
la fiche de poste d'un technicien ou sur la fiche de poste d'un assistant ingénieur ou sur la fiche de poste d'un ingénieur d'études. Alors si je ne me trompe pas, c'est Bac+5, mais il y a souvent des gens qui ont une thèse en fait, qui peuvent même être recrutés ingénieurs d'études. Mais c'est Bac+5, donc master ou un diplôme d'ingénieur. En fait. Chaque année, en fait, dans les instituts de recherche publics, il y a des concours ouverts à tous, à condition de diplôme en général. Il n'y a pas de condition d'âge, je crois. Et donc c'est un concours sur un poste bien ciblé, en tout cas pour les ingénieurs et techniciens. Donc ça veut dire qu'une unité a besoin d'un poste, ils vont ouvrir le concours. Donc maintenant, on fait un dossier écrit, ils retiennent un nombre de dossiers et ils vont les auditionner. Quand moi j'ai été recrutée, on s'inscrivait, on passait un écrit. Donc pour vous donner une idée, nous on était 120 dans le concours où j'ai passé, on a passé l'écrit, donc des questions comme on peut avoir en cours, enfin voilà, c'est pas une épreuve de 3 heures. Et là-dessus on avait une note et on était retenu pour aller à l'oral. Et après c'est un entretien oral avec 4-5 personnes, avec des questions, et voilà, ils jugent de la compétence des personnes. Et j'ai moi-même fait partie du jury, ça fait partie de mes activités aussi annexes, ce qui est assez intéressant, mais c'est assez difficile parce que pour vous donner une idée, sur les derniers concours que j'ai fait passer pour AI, il y avait 80 dossiers pour un poste. Et qui allaient du Bac+2, puisque c'était AI, jusqu'à des gens qui avaient une thèse et plus. Donc actuellement, c'est ça le gros problème quand même. Au monde de la recherche, bon, je pense que vous avez conscience qu'il y a le groupe des ce qu'on appelle ingénieurs techniciens, les IT. Donc ça, c'est une appellation qui est un peu générale à tous les organismes de recherche. Il y a ensuite le groupe des chargés de recherche et directeurs de recherche. Donc dans le groupe des IT, il y a des voies de promotion qui sont par concours interne. Et qui permettent de démontrer que quand il y a une ouverture de concours, par exemple si on est assistant ingénieur, il peut y avoir une ouverture de concours ingénieur d'études et en fait l'objectif de ce concours c'est de faire un dossier pour indiquer que la mission d'ingénieur d'études elle est faite au quotidien et donc ensuite les personnes sont sélectionnées pour présenter un oral. Et c'est un peu le même principe qu'un concours externe, sauf que en fait, là c'est en interne et ça permet de faire valider une expérience acquise. Et donc ça peut se produire. On n'est même pas obligé d'avoir une thèse quand on est en promotion interne pour passer ingénieur de recherche. Moi j'avais fait l'exercice, j'ai fait l'effort de faire une thèse, mais j'aurais pu, j'imagine, passer ingénieur de recherche à partir du moment où dans le jury, les missions que je présente ou que j'accomplis et dans lesquelles je pratique le maximum de mes activités sont de l'ordre des missions d'un ingénieur de recherche. Voilà, donc c'est pas impossible effectivement de progresser d'assistant ingénieur jusqu'à ingénieur de recherche sans forcément retourner à la fac ou dans des écoles, quoi. Voilà. Je dirais que manip, en moyenne, c'est la moitié du temps. Bureau, pour tout ce qui est gestion, ou après analyse quand même de résultats aussi, ou préparation des manips, voilà. Et donc, suivant s'il y a un étudiant ou un partenaire, là, ça va me prendre aussi du temps de lui expliquer, plus les réunions. On passe pas mal de temps en réunion. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de réflexion, mais voilà, hein, on passe... Surtout que voilà, si on est impliqué là, dans la plateforme Gentrop, du coup, moi, je suis dans le comité Gentrop, qu'on appelle. Donc, du coup, on gère un petit peu aussi des budgets, etc. Et après, on peut faire aussi partie d'instances. Moi, je fais partie donc, d'un comité qui s'occupe de la vie de l'Institut sur le centre de Montpellier. Donc, il y a quelques réunions aussi par an, des choses comme ça, quoi. On passe aussi donc, du temps. Ou réunions d'équipe, ou réunions... Les réunions, c'est pas un point négligeable. Bon, personne n'en a peut-être parlé, mais c'est pas... Voilà. Il peut y avoir des périodes où je vais faire beaucoup de laboratoires parce que j'ai besoin de mettre au point un protocole. Et puis, ce protocole mis au point, soit il y aura une publication qui va être faite. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre du temps à faire de la bibliographie, puis ensuite de la rédaction. Ça va un peu dépendre de l'évolution du projet et de l'avancée. Bon, parfois on concilie un petit peu tout, puis parfois sur des parties de projet on est en rédaction mais à côté on est en analyse. Donc moi je dirais que oui, c'est à 50%, quoi. En tout cas pour un technicien de labo et après ingénieur et tout ça, pour moi l'organisation c'est important.
Parce qu'une manip, c'est pareil, ça s'organise, c'est soit sur la journée, sur la semaine, sur le mois, mais donc il y a en termes d'organisation. Un bon relationnel, effectivement, donc, et s'adapter à tout public. Ça va du stagiaire de 3e au chercheur confirmé qui vient de l'autre bout du monde. L'anglais, c'est quelque message, je pense que vous le savez tous, mais c'est bien de le redire, c'est indispensable. Après, les qualités, effectivement, donc relationnelles au sein de l'équipe. Méticuleux quand même, aussi. Parce que quand même, on peut faire des... Maintenant, on a des petits tubes grands comme ça, là, donc il faut être quand même soigné, méticuleux, et respecter le travail des autres et les lieux où on travaille. Et ça, malheureusement, ce n'est pas tout à fait toujours le cas. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut avoir pas mal d'esprit innovant, c'est pas toujours facile, mais il faut aussi de la rigueur, forcément. Mais en fait, dans l'idée que ça soit qu'il y ait un besoin d'innovation, en fait, il faut amener pas mal de prendre conscience d'évolutions technologiques dans l'environnement proche, professionnel, et essayer de voir quelle peut être l'adaptation de ces avancées technologiques dans le cadre du projet mené. Donc pas mal d'innovations. Une de mes principales difficultés, c'est d'être un petit peu éparpillée. Et justement, gestion, encadrement, recherche, accueil de partenaires. Et là, du coup, je n'ai pas toujours le temps de me consacrer vraiment à mon propre projet de recherche. Je dirais que c'est une des difficultés. Ce que je ressens plus comme une difficulté, c'est justement avoir un projet propre à écrire et à développer. Donc c'est aussi peut-être parce que je sens une certaine difficulté à avoir cette démarche-là, qu'effectivement je ne vais pas vers le corps des chargés de recherche. Après, la difficulté, ça serait plus, comme je disais tout à l'heure, pas forcément à limiter au niveau des ingénieurs de recherche, mais plus au domaine dans lequel on évolue, où il y a une évolution permanente technologique et qui, là, est importante de suivre. Donc c'est une des difficultés, c'est toujours être dans l'anticipation ou dans l'analyse de ce qui va être très utile pour faire évoluer les projets et être toujours dans le mouvement et toujours dans le mouvement, dans l'évolution technologique, bien informé et tout le temps capable de réagir et de voir justement ce qui pourra apporter une amélioration sur le projet développé. Non, quand même en ingénieur d'études. Alors, je pense que c'est important pour le déroulement de sa carrière d'avoir des publications, d'être aussi mis en premier auteur, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, c'est pas comme un chercheur en fait. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de faire du transversal, de l'encadrement et tout ça. Maintenant, s'il n'y avait aucune publication, oui, non, je ne serais pas passée ingénieur d'études, ça c'est clair. La pression est moins grande que pour un chercheur ou pour un ingénieur de recherche. Alors moi, j'ai l'impression qu'actuellement, c'est très avantageux d'avoir une double compétence. Une compétence en biologie, mais aussi en bioinformatique. Donc là, c'est parce qu'on vient de subir l'évolution technologique des nouvelles méthodes de séquençage et qu'on voit que les personnes plus anciennes, on va dire, de ma génération, ce sont des compétences qu'on doit acquérir au fur et à mesure. Et on conseille donc pour des personnes qui sont étudiants actuellement, effectivement, peut-être penser à la double compétence pour être vraiment pleinement intégré et capable, disposer du maximum de capacités pour mener un projet. Donc au grade où je suis, j'ai vu que c'est 2 900 € net. Donc avec l'ancienneté que j'ai, etc., avec le grade que j'ai, le fait d'être passé à ingénieur d'études hors classe, ça m'a fait monter un petit peu. Rien n'est jamais négligeable. Et là, l'avantage, si je peux me permettre de détailler, c'est que je suis à un échelon qui me permettra, en fin de carrière, d'être juste en haut, mais pas d'être bloqué. Parce que le problème de beaucoup de nos collègues, si on ne passe pas après les grades au-dessus, c'est que du coup, on arrive à 50 ans à un échelon, puis on reste coincé là. Il n'y a plus de progrès. Du coup, si on ne monte pas d'échelon, on n'augmente pas notre salaire. Alors que là, en fait, du coup, moi, j'ai toujours eu de la chance. Il y a toujours eu une progression régulière du fait de passage en ingénieur d'études, là, ingénieur d'études hors classe. Donc, ça permet, en fait, de... Voilà.